passé de j'ai pas de diplôme à j'ai ma première boîte, je développe, je suis content, je fais du cash, je fais du black, parce que le paintball, tu peux faire du black à l'époque. Et après, tu vois, genre mes 30 ans, ouais, c'est ça, un peu avant, revenir salarié, ça m'a un peu fait mal au cul quand même. J'ai tout perdu, j'étais au Portugal. J'ai pris un billet d'avion, j'ai pris quelques jours à réfléchir, j'ai fait un tweet. J'ai eu 7 ou 8 entretiens à Paris. J'ai trouvé un taf en un claquement de doigts. En fait, c'était très très compliqué. Un business qui marche, c'est aussi un business qui a des galères. Bienvenue sur Crash Business, le podcast qui met en lumière les galères que les entrepreneurs cachent sous le tapis. Eh bien, bienvenue à Crash Business. Aujourd'hui, je reçois Asynchrome qui va nous parler de son crash ou de son petit souci. Donc, je te remercie énormément de nous avoir rejoints dans ce projet de podcast et d'essai, on va dire. C'est mon 4e, donc tu es mon 4e cobaye. Bah écoute Xavier, merci à toi pour l'invite. C'est vrai qu'on on se suit, on se voit sur Twitter depuis un petit moment et plus récemment d'un peu plus proche avec Audience Mastery où tu es dedans et du Ouais. coup je vois un peu, je suis un peu plus près. Donc ouais, ça me fait plaisir d'être invité et content Pareil, d'être le moi j'avais envie quatrième. d'échanger avec toi et de pouvoir discuter parce que tu as une belle réussite sur Twitter et sur les formations, donc mais derrière il y a souvent un petit truc caché sous le tapis, donc sinon c'est pas drôle. On a tous quelque chose sous le tapis, donc autant essayer d'en discuter, d'en parler, et ça donne de l'expérience pour les jeunes entrepreneurs qui nous suivent. L'idée c'est qu'on puisse discuter d'une petite trentaine de minutes, 35 minutes de un ou plusieurs crashs, parce que forcément c'est pas forcément un seul des fois, ou même plus, et après de se garder un petit peu de temps pour des tips ensemble. Du coup, je te laisse te présenter quand même rapidement, parce qu'il y en a qui te connaissent pas forcément. Ouais, alors moi c'est Asynchrone, mon prénom c'est Florian en vrai, vu que je le montre maintenant. Et du coup, ça fait depuis 2016, fin 2016, début 2017 que je fais de l'édition de site, principalement affiliation. En parallèle, j'ai fait de la freelance, etc. pendant un petit moment, mais principalement édition de site jusqu'en 2021, où je suis arrivé sur Twitter. J'ai voulu tester cette nouvelle plateforme, partager mon parcours. Et depuis plus de 2 ans maintenant, j'ai sorti 2 formations, 2 marques qui sont Délocalise et les Makers. Et voilà, aujourd'hui, j'ai Audience Mastery et Niche Empire, donc une formation sur l'édition de site et une sur la création d'audience, notamment à travers Twitter. D'accord. Alors moi j'avais pris la première et j'ai pris la deuxième. Bon, la première, faut être honnête, je l'ai pas suivie. Je suis pas le meilleur des spécialistes. Je l'ai filé à un de mes gars qui a dit vas-y regarde et ça sera plus simple, parce que moi j'ai pas été très sérieux. J'ai souvent un peu trop de problèmes à me concentrer sur un seul et unique projet. Donc et là je suis sur ta deuxième Audience Mastery, que j'adore et qui me permet de me cadrer, et en plus ça va bien avec le projet du podcast, donc ça tombe bien. Ouais. Ouais, bien content de t'avoir à l'intérieur. Tu es en tête d'affiche de partout d'ailleurs. Tu as pris énormément d'abonnés en, je crois, plus de 800 ou 900 en Ouais, l'espace c'est de ça. quelques semaines. Donc, bravo. Bravo à toi. C'est cool, il y a une bonne méthodo, et bon, après j'ai des copains qui aident aussi un petit peu, mais forcément quand tu commences à appliquer des règles et une bonne méthodo, ça joue, on va dire. Donc C'est clair. C'est clair. c'est toujours le pareil. Comme quand tu délègues à un moment donné, si tu arrives à avoir une bonne méthodo, c'est plus simple. Du coup, vas-y, raconte-nous un petit peu ton histoire de crash. C'est quoi ce petit objet sous le tapis? En fait, j'ai jamais fait d'édition de site. Voilà, je vous le dis maintenant. J'ai copié-collé une formation à l'étranger. Non, moi, mon crash, en tout cas celui qui est le plus important pour moi et qui m'a peut-être le plus appris, c'était en 2018. Donc, on parle du mois de décembre. Pour remettre dans le D'accord. contexte, en fait, j'ai commencé l'édition de site, on va dire vraiment en 2017. Commencé à faire mes billes sur Internet, donc avec l'affiliation. Petit à petit, j'ai trouvé une personne pour travailler en freelance avec. J'avais 2 clients, dont une qui me payait plutôt bien à l'époque. C'était 1200 euros par mois. Ça fait qu'avec les deux, j'avais un bon salaire et je me suis dit, OK, maintenant, c'est le temps de partir, mettre les voiles. Et je suis parti un mois en Thaïlande et je comptais rester un peu à Bali. Et premier mini crash avant de prendre l'avion. Donc en fait, pour faire l'histoire courte, je devais prendre l'avion à Zurich et on était dans le train pour aller à Zurich. J'arrive à Zurich et là, ma cliente qui dit est-ce qu'on peut s'appeler, elle m'appelle, elle dit bah voilà, je vais pas pouvoir continuer, je vais avoir un enfant et j'ai envie d'abandonner le projet.
Donc avant de Ah partir merde. dans l'avion, je me dis, OK, j'ai perdu un client, mon plus gros client, et du coup, j'étais qu'avec mes 2 premiers sites, et notamment mon site d'ongles qui me rapportait à l'époque, je sais plus, alors on va dire un gros entre 1000 et 2000 euros, quoi. Mais voilà, j'avais quand même D'accord. perdu une grosse partie de mon salaire mensuel. Et ensuite, j'ai continué. Donc, je suis un peu retombé sur mes pattes à Bali, parce que j'étais entouré de pas mal d'entrepreneurs. Euh, donc, j'avais un autre client, j'avais mes sites qui commençaient à grossir. Et après, au bout de 4 mois, avec des potes australiens, on se dit, allez, on va se casser au Portugal. Et on est allé au Portugal pendant 2 mois et quelques. Et en fait, je dis c'était décembre, mais c'était pas le mois de décembre, c'était un autre mois. Je me souviens plus quand était la Medic Update. Quelqu'un s'en souviendra. Mais en gros, je me Oh, on souviens doit que l'avoir sur les stats. ouais, ouais. Je me souviens qu'en gros, j'étais avec mon partenaire à l'époque, qui lui avait un site Medic. Alors déjà, c'est lui, son crash à lui, c'est que la Medic Update l'a fait passer de, je crois, un truc entre 12 000 et 20 000 euros par mois à rien du tout, parce qu'il est passé de 80 000 visites à 2 000 visites. Donc ça, c'était la première leçon. Et moi, en parallèle, avec mon site, s'est fait complètement exploser. Mon site principal s'est fait complètement exploser par la Medic Update. Et première leçon, j'avais zéro de côté, vraiment aucun argent de côté. Je crois que je suis rentré en France avec 200 et quelques euros. Ah oui, ça pique. Et ouais, là, j'étais vraiment OK. Bah, je vais aller chez ma mère, quoi. Je vais aller chez mes parents, réfléchir à ma vie un peu. Et je suis arrivé chez mes parents et j'ai dit, OK, qu'est-ce que je dois faire? Par où je peux commencer? Comment je peux me sortir de là? J'ai bien ouvert ma gueule. J'ai dit à tout le monde que j'allais bosser en ligne. Mon rêve, c'était de voyager et travailler en même temps. Et là, en fait, ça a complètement, enfin, ça a pas marché du tout, quoi. Ouais, Donc, t'as pris une bonne claque. Après, c'est déduit, tu prends aussi, c'est lié à une update malheureusement, mais ouais, du coup, à ce moment-là, tu te prends une belle claque, 0 trésor, il faut réattaquer. ouais, zéro trésor. Et puis, on connaît après, tout dépend, c'était en white hat ou black hat. Mais moi, tu vois, c'était full white hat et va remonter un site, quoi. Tu vois, tu sais que tu as besoin de quelques mois pour remonter. Donc là, c'était assez complexe. Et je suis allé sur Internet, je suis allé sur Twitter. J'avais 4 ou 5 followers à l'époque avec mon autre compte, mon compte perso. J'étais là, OK, bah, je vais essayer de trouver du taf. Donc, avant Twitter, je suis allé sur pas mal de plateformes. Ça n'a pas trop fonctionné. Sur Twitter, j'ai fait un tweet en mettant le hashtag SEO. Voilà, je recherche un taf en consultant SEO. Et là, j'ai découvert la puissance de Twitter ce jour-là. C'est que j'ai été retweeté. Franchement, il faudrait que je retrouve le tweet parce que j'ai été retweeté par des SEO et je pense qu'on se suit aujourd'hui, tu vois. Et dans la même semaine, j'ai eu un truc comme 7 ou 8 entretiens. Ah ouais, Des sympa. personnes qui m'ont contacté, voilà, on recherche un consultant SEO, voilà, tu peux venir à Paris. Donc j'ai pris le billet de train, je suis allé à Paris, j'ai fait un entretien avec Paul Sanchez, pas en physique parce qu'il était en visio, mais j'étais du coup avec son équipe à Paris. J'ai fait des entretiens dans plus des grosses agences, un peu plus data. J'ai fait un entretien avec Andrea Ben Saïd et j'ai fini chez Artefact, du coup avec Olivier Tassel euh, qui m'a pas mal bluffé. Et en fait, j'adorais sa présentation, sa vision du SEO, etc. Et du coup, j'ai choisi de bosser avec Olivier Tassel. Et là, j'ai touché un salaire qui était, je sais plus, c'était un truc comme 40K brut ou une connerie comme ça. Il faudrait que je retrouve les chiffres exactement. Mais en fait, là, déjà, j'ai appris plusieurs choses en quelques semaines. C'est que j'ai tout perdu. J'étais au Portugal. J'ai pris un billet d'avion. J'ai pris quelques jours à réfléchir. J'ai fait un tweet. J'ai eu 7 ou 8 entretiens à Paris. J'ai trouvé un taf en un claquement de doigts. Mon taf, je l'ai trouvé principalement grâce à mes 2 sites du coup que j'avais parce que bah, les personnes ont vu que je savais faire ranker un site et je savais le monétiser. Et je me suis retrouvé dans une agence data qui était plutôt... En fait, c'était très, très compliqué d'être recruté là-bas. J'avais un pote qui était dans la data et lui, il avait fait plusieurs entretiens, il s'était cassé la gueule. Mais j'étais passé par la petite porte du SEO et je me retrouvais là-bas. Donc, agence vraiment, vraiment cool avec une salle de jeux vidéo, une salle de sieste, toutes ces conneries-là. Et, euh, et en fait, je me suis dit, OK, bah là, je viens d'être confronté à la pire chose qui puisse arriver dans l'entrepreneuriat, c'est de tout perdre. Et qu'est-ce Ouais. que j'ai eu? Et ben, j'ai retrouvé un taf
magnifique, dans une agence magnifique, qui rapporte beaucoup plus que la plupart des gens de mon âge. Et, euh, et là, en fait, dès que tu te rends compte de ça, je pense que ça peut être pas mal de barrières mentales où tu te dis, en fait, il n'y a pas beaucoup de danger, il y a pas beaucoup de risques quand tu te lances, parce que ça dépend après dans quel milieu tu te lances, mais surtout dans le SEO. Le SEO, c'est tellement recherché de partout qu'il y a toujours des gens qui seront là pour te recruter. Et donc voilà, ça, c'était ma première claque, en gros, de passer de vraiment quasi tout perdre, 200 euros sur le compte, à trouver un taf rapidement et ouais, retomber sur mes pattes rapidement, quoi, grâce au SEO. Ouais, parce que en gros, tu avais 3 000 à 4 000 € qui tombaient à peu près tous les mois, grosso Ouais. modo, entre ton client et les sites. Et du jour au lendemain, tu t'es retrouvé à zéro, en mode bon bah j'ai envie de visiter, j'en profite et je bosse en même temps en ligne parce que c'est l'avantage du en ligne. Sauf quand t'as des enfants, t'es un peu plus freiné. Mais sinon, en gros, ouais, t'as eu ça et d'un coup, en gros, t'as la chute avec une update et zéro sécurité. Là, si tu devais refaire, tu vois, si on revient en arrière au moment où t'as commencé à générer des ressources grâce au web, grâce à ces sites d'édition, ce serait quoi les étapes que tu te mettrais en place en sécurité, tu vois, en mode, ok, là j'ai ça qui se met en place, comment j'essaye de le positionner, ou en tout cas de sécuriser un peu ce projet-là, si demain, du jour au lendemain, ouais, tu te prends une nouvelle update sur un site. Alors en fait, j'ai grillé les étapes et je j'ai plus envie de griller les étapes dans le sens où moi, mon but, j'aimais pas bosser avec des clients parce que j'ai l'impression d'être dans un taf de bureau, tu vois. Enfin, tu dois répondre à des appels, tu dois répondre à des demandes, etc. Et en fait, j'ai voulu quitter trop rapidement la freelance. Et en fait, j'ai dit non, non, maintenant j'ai mes sites, c'est bon, je suis libre financièrement, ciao, je vais bosser que sur mes sites en édition de site. Ça a été une énorme erreur parce que, en fait, la freelance, c'est le shortcut, donc le raccourci pour faire de l'argent en ligne. Vraiment, la freelance, c'est en fait, tu signes un contrat, tu as 30%, tout dépend ce que tu fais, mais tu as 30% Mmh. de ton salaire qui tombe le jour même. Tu bosses et tu as 100%. Le SEO, l'édition de site, tu dois monter un site pendant des années avant que voilà, il te rapporte de l'argent et que ce soit constant. Et en fait, moi, si je devais recommencer, j'aurais vraiment capitalisé un peu plus sur la freelance, trouver 2, 3, 4, 5 clients, recruter une team. Ça, c'est un truc où vraiment je regrette à fond, c'est de ne pas avoir recruté une team tu vois, un project manager, un gars qui va s'occuper des rédacteurs, un gars qui va s'occuper du netlinking. Allez, on va dire 3 personnes avec un assistant, tu vois. Donc, il te faudrait un bon 5 chiffres par mois, ce qui est pas dingue. Enfin, c'est pas dingue à avoir en freelance. Tu recrutes, Pardon. tu recrutes une équipe et là, tu automatises le truc. Et en fait, j'aurais dû automatiser ça avec voilà, un chef de projet qui prend un pourcentage sur les clients pour le motiver, tu vois, lui à continuer à bosser avec Mmh. l'équipe. Et en fait, j'aurais switché cette équipe dans le sens où elle serait pivotable, on va dire, sur clients et mes sites. Et là, j'aurais Ouais. utilisé mon équipe pour qu'elle bosse sur mes sites aussi. Et du coup, ça m'aurait facilité la tâche dans le sens où moi, j'aurais retrouvé ma liberté parce que petit à petit, tu t'écartes du taf client. J'aurais pu me consacrer sur mes sites, faire monter mes sites, planter mes graines. Et une fois que les graines étaient plantées et qu'il y a un ou deux sites qui commencent à exploser, paf, je mets ma team dessus qui bosse et sur les clients et sur le site. Et juste ça, en fait, ça m'aurait fait 2 streams de revenus qui sont la freelance et l'édition de Mmh. site. Et si la Medic Update était arrivée, ok, j'aurais peut-être eu des clients à gérer au téléphone, mais je les aurais pas perdus parce que forcément, si ton site il tombe, tu dois trouver un moyen de remonter aussi, tu dois étudier tu vois, ce qui s'est passé pendant l'update, Ouais. etc. Et ça aurait été clairement le truc que j'aurais fait. Mais du coup, ça veut dire que tu acceptes au démarrage de perdre un peu de ressources parce que du coup, tu as moins de marge, forcément. Quand tu commences à avoir une équipe, ça te coûte plus d'argent. Tu acceptes le fait de peut-être un peu moins voyager parce que tu as peut-être un peu moins de ressources, ou alors tu passes un cap, tu attends un certain niveau, tu vois. Mm. Alors là, bien sûr, là, je parle en accéléré, hein. Mais en fait, déjà, bah, si je reviens en arrière, la première leçon là-dedans, c'est que je suis impatient et j'aurais dû être beaucoup plus patient, tu vois, dans le sens où, non, j'aurais déjà fait le maximum moi-même, gérer un maximum de clients moi-même.
créer les process en même temps que je gère mes clients et recruter une personne par une personne. Le chef de projet, c'est la dernière personne que j'aurais recrutée. Avant, Ouais. j'aurais recruté un rédacteur. Tout dépend le type de client que tu as. Tu vois, si tu fais du netlinking ou si tu fais du contenu, machin. J'aurais recruté des gars qui font du taf, tu vois, des tâches au quotidien, donc soit netlinking, soit rédaction. Ensuite, un VA pour, tu vois, essayer de gérer les petites tâches et le SAV, etc. Et dernièrement, j'aurais recruté un chef de projet. Mais là, on parle déjà de faire plus de 5 chiffres par mois avec ma petite agence. Et ouais, couper les marges, je m'en fous. Si j'arrive à me sortir si j'arrive à payer tout le monde et me sortir un 1000, 2000 balles, les 2000 balles par mois de cette agence, ça me suffit largement. Parce que c'est pas Mm. l'objectif. Mon but, c'est plus d'avoir un revenu constant qui vient de plusieurs clients et pas que d'un seul client qui te lâche avant de partir en Thaïlande, quoi. Ça, c'est souvent le gros problème quand t'as un client. On dit souvent ne pas avoir de clients qui représentent à peu près 40% de ton chiffre d'affaires. Si t'es déjà à 30 ou 40, ça commence déjà à être costaud. 30, ça peut encore le faire. Au-delà de 40, ça commence à piquer. Si t'as un problème, là, ça fait C'est, mal. petite parenthèse, quand j'étais au Portugal, du coup, il y avait un groupe, je crois que c'était Français au Portugal ou Digital Nomade au Portugal, un truc comme ça. J'étais à Ericeira, qui est à côté de Lisbonne. Et du coup, j'ai rencontré un SEO. Et lui, avant que ça se passe, avant la Medic Update, il me dit, bah, moi, en gros, je te le dis, j'ai un client qui fait 90% de mon CA. Et parce que son client, c'était un énorme compte, vraiment un gros compte. Et après que ça se soit passé, j'ai envoyé un message, je lui ai dit, fais attention quand même, tu vois. Parce que voilà, tu sais jamais si tu peux tout perdre d'un coup, quoi. Mais 90%, ouais, ça commence à faire pas mal. Ouais, 90%, si t'as une erreur, un retard de paiement avec le gars ou autre, ça peut vite être un peu chiant. Ouais. J'imagine, ouais. D'accord. Bah, super intéressant au niveau du crash, donc sur l'édition de web, donc ce qui t'a permis du coup aussi de découvrir Twitter indirectement et donc d'accélérer sur cette partie-là. Ça a cet avantage-là, on va dire aussi. Donc, et le fait de revenir en arrière, tu vois, de repasser, moi j'ai eu le problème, hein, mes premières boîtes, je crois que c'était à 23 ans. J'avais un paintball, j'ai développé ça pendant 5 ans. Il y en a eu une, j'ai eu le ventre, on va dire, un peu trop gros, et j'ai rouvert une salle indoor en même temps que j'avais ma salle extérieure, tu vois. Et cette salle indoor, bah, malheureusement, je l'ai plantée. Ça peut arriver, ça sera une autre histoire, ça serait trop long. Mais moi, je t'avoue, du coup, j'ai fait ça, donc j'ai tout coupé. J'ai dit, vas-y, je balance. J'ai vendu la boîte qui tournait, j'ai arrêté celle qui se cassait la gueule. Je suis revenu, on va dire, à l'équilibre sans vraiment trop gagner d'argent. Donc ça fait, alors là, c'est du physique, tu vois, c'est pas du web. Mais ça t'a pas fait mal de revenir en tant que salarié? Après, je sais pas quel âge t'avais à cette époque ou autre, mais je t'avoue que moi, j'ai fait pendant 5 ans, je suis passé de j'ai pas de diplôme à j'ai ma première boîte, je développe, je suis content, je fais du cash, je fais du black, parce que le paintball, tu peux faire du black à l'époque. Il y a prescription, c'est bon. Et après, tu vois, genre mes 30 ans, ouais, c'est ça, un peu avant, revenir salarié, ça m'a un peu fait mal au cul quand même, hein, tu vois. Ouais, honnêtement, je sais pas quel âge j'avais. J'avais probablement 25 ans, un truc comme ça. En fait, pour être franc, c'était mon premier, pas vrai taf, mais premier taf post-études. Si tu veux, j'ai fait énormément de petits jobs, tu vois, que ce soit travailler l'été ou après mes études, je suis parti en Australie où j'ai fait, tu vois, des petits jobs dans des restos, etc. Et j'ai eu un an d'alternance pendant que je faisais mon bachelor à Paris où je travaillais dans une assurance. Voilà, enfin, c'était pas le feu, mais c'était encore de l'alternance, tu vois. Et là, en fait, Ouais. ça m'a permis de découvrir le monde de l'entreprise où voilà, tu as un diplôme, où tu es post-études, et ça y est, maintenant les études c'est fini, on ne parle pas de petits jobs, là c'est un vrai taf, tu vois, dans une agence. Et du coup, ouais, ça m'a embêté, mais d'un côté, je me suis dit, bah, c'est cool, c'est une nouvelle expérience, j'ai jamais fait ça. Et Ouais. surtout que le cadre était magnifique. En fait, comme je disais, les bureaux étaient magnifiques, plein centre de Paris, que des jeunes. Il n'y avait que des jeunes dans l'entreprise. C'était vraiment la moyenne d'âge, je pense, c'était 25-35, et encore 35, c'était les vieux. Et, euh, et du Merci coup, pour c'était moi. vraiment. Il y avait que des jeunes, et c'était trop bien. Tu vois, tu avais le bar d'à côté, bref. Et en fait, j'avais les conditions parfaites pour être heureux. Malgré ça, je me suis rendu compte que je pensais pas, enfin, je me suis dit, ok, c'est pas fait pour moi, parce que les discussions que j'avais dans les bureaux
à part avec Adrien, on parlait énormément de clients, mais aussi des sites que j'étais en train de faire et de l'édition de sites. Et pareil avec Olivier, tu vois, parce qu'il est quand même un passé là-dedans. À part ces deux personnes-là, le reste, c'était pas du tout les discussions que j'avais envie d'avoir. C'était politique du travail, tu vois, genre, oh, il y a un tel qui a fait ça avec lui. Moi, mon Ouais, but, je vois c'est bien. d'être chef de projet là-dedans. J'adorerais gérer le grand compte, ce grand compte-là, le groupe LVMH, parce que, et moi, je me suis dit, c'est pas du tout mon délire. C'est pas un truc ça m'excite pas du tout. Et du coup, ça m'a donné envie de partir. Mais je me suis dit, je vais pas partir tout de suite. Je vais au moins rester. Euh, je sais pas, au moins 1 an, 2 ans. Et en plus, tu vois, je respectais énormément Olivier Tasset et je voulais pas lui faire ça, de rester quelques mois et me casser. Sauf que je sais pas si c'était un signe de la vie ou pas, mais il y a voilà, un truc familial, une personne dans ma famille qui a des problèmes de santé et qui vivait à l'autre bout du monde. Et j'ai dû tout quitter. J'ai dit Olivier, enfin, du jour au lendemain, j'ai dû me casser pour aller là-bas. Et en gros, encore une fois, le taf, travailler en ligne, c'est ce qui m'a permis d'être auprès de cette personne pendant longtemps, tu vois. Mais voilà, ça Ouais. m'a permis de quitter ce taf et ça a été ma porte de sortie sans vraiment le vouloir, quoi. Sinon, je serais Ouais, resté. indirectement, ça t'a ça t'a Ouais, aidé à sortir, mais après, ça te conforte aussi le fait d'aller dans le revenir dans le salariat, on va dire, et donc de redécouvrir un peu, comme tu dis, c'est-à-dire ton premier job et tout ça, et ça permet de te confirmer. Là au moins, t'as eu ton information de te dire, ouais, non, c'est cool, mais c'est pas ce que je veux. clairement, ouais. Clairement, ça m'a aidé, ouais. Et par la suite, du coup, bah, après, t'as eu la reprise tranquille, on va dire, de tes business d'édition quand t'étais là-bas. Ouais, bah, en gros, j'ai continué à bosser, tu vois, tous les soirs. Ça, c'est encore une fois, tu vois, tous ceux qui disent j'ai pas le temps, j'ai un taf. Alors, ok, j'avais pas d'enfant, mais je taffais tous les jours dans l'agence. Et le soir, j'arrivais chez moi, j'avais mon petit plat préparé et je commençais à bosser sur mon ordi, sur mes sites de niche pendant que je mangeais. Et tu vois, je restais chez moi, je sortais pas tous les soirs. Ok, le week-end, je sortais, mais pas les soirs. Et j'ai fait Hmm. repartir un peu le business. Olivier a été vraiment cool parce on a continué à bosser en freelance quand je suis parti. Donc j'étais la seule personne de la boîte à bosser en remote. Et quand j'étais du coup aux États-Unis, j'ai dû bosser freelance plus sur mes sites. Et aux États-Unis, je suis rentré après dans une espèce de communauté de Français à New York. Et là, j'ai signé énormément de contrats parce qu'ils recherchaient tous un SEO. Je suis dans quelques coworking là-bas et j'ai signé pas mal de contrats. Continuer entre contrat et édition de site. Et après, vendu mon premier site, retourné 100% dans l'édition de site. Et de ça jusqu'en 2021, quoi. Oui, ça a été D'accord. qu'une montée. Une montée en puissance depuis, on Ouais. va dire. Ouais, ouais. Comme quoi, des fois, un bon crash peut aider à relancer et à te structurer au final indirectement. Ouais, je pense que il y a des personnes qui sont pas faites pour ça. Moi, je pense que je suis vraiment fait pour ça. Où si tu me mets au bord du précipice, j'ai 3 centimes sur mon compte, c'est là où j'ai les meilleures idées et où je vais les exécuter le mieux. Et du coup, ouais, pour moi, un crash, c'est vraiment, faut le prendre comme une nouvelle opportunité de faire table rase du passé et se dire, OK, maintenant, on va créer quelque chose de nouveau, parce que le premier n'a pas marché. Donc, Bah, c'est souvent le problème, tu vois. En France, on a tendance à dire, ouais, le crash, la gamelle, c'est pas bien, machin. Alors que tu vas dans d'autres pays, il y a pas de problème. C'est même logique, on va dire. Si tu te prends pas une gamelle, tu as du mal à comprendre ce qui a pu t'arriver. Au contraire, je pense que ça te renforce et ça te donne envie d'avoir encore plus la niaque, tu vois. ouais, et puis plus tôt, mieux c'est, en fait. Tu vois, il y a Mm. des exemples là, de potes que j'avais à Bali en 2018, donc avant ce crash. Il y en a deux, trois qui avaient fait dropshipping, qui avaient fait des sommes astronomiques en l'espace de 6 mois, 9 mois. C'était l'époque d'or du dropshipping. Et en fait, ils se sentaient pousser des ailes. Ils se sont dit, OK, je suis millionnaire, je fais des millions, maintenant mais la vie, elle est faite. Et en fait, non, petit à petit, c'est retombé. Et eux, du coup, ils ont eu le crash plus tard dans leur vie. Et c'est beaucoup plus Mm. difficile, en fait, quand tu as touché les sommets rapidement et tu retombes très rapidement. Ça, Ouais, je pense, c'est quelque chose qui arrive pas souvent dans le SEO, parce que le SEO, ça prend du temps. Alors ouais. que le dropshipping, c'est un truc qui peut vraiment arriver très rapidement, tu vois. Mais ouais, du coup, plus tard, avoir un crash plus tard, c'est quand même plus tendu qu'avoir un crash assez tôt dans le business en ligne.
Ouais, bah oui, parce que ça te permet de, on va dire, plus facilement rebondir. Après, même si t'as, mais c'est là où l'importance de mettre de côté quand tu fais beaucoup, de réussir à se dire au moins ça va me permettre de rebondir, même s'il y a une gamelle. Alors après, on n'y pense pas forcément, mais ça, c'est encore autre chose. Et Ouais. ouais, vas-y. Ouais, alors toi, je pense que tu as une vie de famille aujourd'hui, c'est ça? Ouais, ouais. Donc, Moi, je pense que tu es obligé de mettre de côté, on est d'accord. Enfin, dès que tu commences à avoir ce type de responsabilité. Ouais, on va dire qu'au début, pas forcément. Moi, je suis pas le meilleur des exemples. J'avoue que j'ai tendance à à être impulsif, à avoir beaucoup d'idées, d'avoir, dès qu'il y a une opportunité, à foncer. Donc, bon, là, je me structure. Bon, là, j'arrive à 42 ans, donc forcément, j'ai plus trop le choix. J'ai une nouvelle petite fille de 16 mois. On a deux grands, un chacun de 12 mois, de 12 ans. Donc, oui, là, on commence à dire. Mais j'avoue qu'au début, ouais, non, pas forcément. T'es quelqu'un d'optimiste, toi, ou pas? Ouais, à mort. Ça, je Moi, pense que c'est le c'est le pire des problème. trucs. Optimiste et finance, ça fonctionne pas. Parce que, tu vois, moi, quand ma copine, elle me demande, tu devrais mettre de côté, etc., je dis non, mais t'inquiète, là, dans 6 mois, ce projet, il va faire tant. Et tu vois, c'est ce que j'ai en tête, parce que je suis persuadé que ça va le faire. Alors que si j'étais un peu plus pessimiste, je pense que je mettrais plus de côté, j'investirais moins comme un demeuré, et ouais, je pense que la vie serait plus stable, quoi. Ouais, bah, je commence à le faire, à être un peu plus sécurisant, on va dire. Plus à cause du business en ligne que sur les business que j'ai à l'heure actuelle, tu vois, par exemple sur ma startup, où on est plus sur une activité long terme, où on fait de l'accompagnement public, on fait de l'accompagnement de personnes âgées en France, sur tout le territoire. C'est plus structurant, on a une équipe, tout ça, donc forcément ça joue, et là tu sécurises plus facilement que sur les business en ligne. Au début, bah, j'étais plutôt ouais, c'est cool, ça marche, bof. Ah bah, et là tu comprends un peu bah, ce que tu as eu, l'édition de site, les crashs. Alors moi je fais de moins en moins d'éditions de site, et plus j'essaye de faire du SaaS parce que je trouve ça assez rigolo. Je me suis lancé un objectif de faire un bootstrap sur un petit projet SaaS là avec Desk, et je le finance à 100%. On réinvestit tout dedans, on gagne quasiment rien à l'heure actuelle. Mais c'est un bon challenge, et par contre, ça t'oblige à mettre des sous de côté et à sécuriser un peu plus facilement, on va dire. Ça, c'est sûr. Clairement. Pour moi, là, pour retomber sur le truc de la finance, il y a un livre que je conseille à tout le monde de lire que je n'ai pas appliqué, il faudrait que j'applique. C'est Profit First. Je sais pas si tu en as déjà D'accord, je entendu connais parler, pas. mais en gros, il explique, lui, c'est un système simple, et si c'est automatisé, c'est encore mieux. C'est que tu dois définir un pourcentage dès le début. Que tu fasses 100 euros par mois ou 50 000 euros par mois, c'est le même pourcentage. Donc, ça va être Hum, hum. 5% va aller sur ton compte épargne. 10% va aller dans, je ne sais pas, par exemple, tu vas investir dans la bourse. 30%, ça va être ton salaire depuis le début. Depuis le début jusqu'à Ouais. la fin, ça va être 30%. Et en fait, au lieu de diviser en somme, ça va être un pourcentage à chaque fois. Et tu as des gars comme Peter Levels qui fait ça de façon automatisée, où tous les mois, il investit dans des ETF, il a son salaire qui est mis de côté, etc. Et si tu arrives à automatiser ça, c'est parfait parce que c'est un pourcentage dès le début. Et en fait, chaque début de mois, ça va te prendre ce pourcentage de ton compte. Et j'ai l'impression qu'il y a pas Hum, mal de hum. banques en Hollande qui le font, par exemple, je sais pas trop en France, mais où vraiment, tu vois, dès que tu as ton salaire, ou entre guillemets, tu vois, tes commissions d'affiliation qui arrivent sur ton compte, c'est directement réparti, et ça fait que tu vois pas ces 5% qui partent D'accord. sur ton Ouais, c'est épargne. malin. Et en fait, le fait de ne pas les voir, ça te permet de te dire, enfin, de pas avoir cette stupide idée d'utiliser cette épargne pour investir, tu vois. Et, euh, et je Ouais, pense que c'est c'est comme la prise de risque. Ouais. Moi, je l'applique, mais sur la prise de risque. C'est-à-dire qu'à partir sur un projet, je considère que j'investis tant, j'accepte de perdre tant, en fait, en me disant, voilà, sur ce projet-là, je vais, sur les capitaux que j'ai pu mettre ou investir, je me dis, voilà, si à un moment donné ça marche pas, je suis capable maintenant de me dire, je coupe, quitte à avoir perdu, bon, bah tant pis, tu vois, c'est l'objectif de se dire ça. Et ça, je l'ai appris avec bah, mon associé Rodolphe Stéphane, qui lui fait de la finance et beaucoup de trading, et lui, il applique ça à la lettre, et on parle en millions maintenant, donc c'est des pourcentages, tu vois, et si tu réfléchis plus en pourcentage et pas en somme, ouais, ça, je pense que ça peut t'aider à te structurer, ça c'est sûr. ouais, puis en plus, il y a un côté, franchement, je suis bête parce que j'ai écouté ce livre-là en 2019 et j'ai toujours pas appliqué. Mais dans l'idée, c'est vraiment cool parce que c'est tellement motivant parce que tu te dis, OK, j'ai 30% de salaire.
Ça fait que si tu passes de 10 000 à 50 000, c'est quand même énorme la différence. On ne parle pas de Mmh. tu gardes le même salaire et le reste, c'est du bénéfice que tu gardes. Non, c'est tu dis que ton salaire augmente en même temps. Et ça, je trouve ça quand même intéressant. Après, bien Ouais, ouais, évidemment, en France, bah, après, il faut l'appliquer. Ouais. ça risque d'être compliqué de sortir 30% de salaire en France. Mais bon. Ah bah ça, Ouais, c'est toute la difficulté de non, que ça soit la France ou autre, oui, le pourcentage est plus difficile parce qu'on t'en prend un petit peu plus, c'est j'avoue. ça, A d'autres avantages, mais bon, c'est bien tout sûr. un long débat compliqué, on va dire. Il y a les pour et les contre, on verra. Moi, je me dis, dans 3 4 ans, on va bouger, donc les gars seront assez grands, la petite, elle sera encore petite, donc on aura le temps de rebouger. Donc, je suis pas dans l'urgence, on va dire, à ce niveau-là. Là, on a fait le tour, je pense, principalement de ton crash. Là, il nous reste une dizaine de petites minutes. Est-ce que tu aurais des tips, des conseils, tu vois, que ça soit sur ta méthode? Pour ceux qui connaissent pas, tu as lancé une formation qui s'appelle Audience Mastery. Tu en as lancé une avant spécialisée dans l'affiliation pour ceux qui veulent démarrer. Euh, Est-ce que tu as des conseils, on va dire, sur le business en ligne, sur le business en général, hein, pas forcément que en ligne, parce que moi je trouve que c'est cool de diversifier aussi, avoir des business qui soient en ligne et pourquoi pas à terme physique, tu vois, avec des équipes ou autres. Alors c'est un autre challenge parce que forcément ça veut dire que là il faut gérer des humains. Alors j'allais dire des vrais humains, non parce qu'en ligne on a aussi des vrais humains, mais tu vois ça peut être, je sais pas, vu que t'es sur Bali, t'as pas prévu de bouger. T'es pas dit un jour, tiens, je vais lancer un business physique, je sais pas, un bar, un coworking, une connerie, ou non, vraiment, pas Si, envie. si. Non, si, si, si tu veux, j'en parle pas mal. En fait, un business en ligne, c'est vraiment cool sur le point où tu peux scaler rapidement. C'est-à-dire que tu fais de l'e-commerce, tu recrutes une team, tu peux scale avec les pubs. Pareil avec le SEO, pareil avec, enfin bref, sur plein de choses. Tu fais un business physique, c'est quand même très long. En fait, je Mm. prends en parallèle, il y a mon frère qui a il a un coffee shop à New York. Et lui, si tu veux, il ouvre son coffee shop. Il faut recruter des personnes. Il faut penser à tous les produits, respecter les règles d'hygiène, etc. Il faut payer les fournisseurs, gérer toutes les factures. Enfin, c'est quand même un Une casse-tête contrainte. sans nom, tu vois. Genre de vraiment, surtout la restauration. Et là, il ouvre un nouveau resto. C'est tellement complexe par rapport au business en ligne. En fait, tout le monde dit oui, le business en ligne, faut pas dire que c'est facile parce que ça met du temps quand même à arriver. Faut arrêter les conneries à un moment. Je crois que c'est David qui avait dit quoi? Il avait dit construire une voiture de A à Z, c'est compliqué. Mm, Mais mm, mm. tu vois, faire un site de niche, il n'y a rien de compliqué. Et c'est vrai, c'est que les business en ligne, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple. C'est une fois que tu as compris le schéma, tu le suis et tu le recopies à droite, à gauche. Ça va fonctionner une fois que tu as compris ouais, justement le La process méthode, des ouais. business en ligne, tu vois, et la méthode. Un business physique, c'est quand même, c'est lourd, hein. C'est lourd, mais Ouais, par ouais. contre, par contre, je pense qu'il y a quand même une énorme différence, c'est qu'il y a des business en ligne, c'est pas palpable. Et moi, des fois, j'ai ce manque-là où je me dis, OK, c'est cool, j'ai les makers, j'ai délocalise. À quel moment je le vois ça? À part si tu fais d'énormes meetings, tu vois, où il y a tout le monde qui Mm, vient, tu as meeting les makers, OK, c'est des vrais humains autour de toi, tu le vois pas trop. mm. Et tout ça pour répondre à ta question, c'est que moi, j'adorerais créer, euh, ouais, je pense un resto, mais sans devoir dépendre financièrement du resto. Ouais. C'est-à-dire, tu vas ouvrir un resto par pure passion, pas m'occuper du management, quoi que ce soit. Il y a un gars qui s'occupe de ça et moi, c'est concept, restauration et je veux juste que les gens arrivent dans le resto, qu'ils mangent, qu'ils aient un sourire, qu'ils boivent un verre, qu'ils aient un sourire. Et ça me ferait plaisir. Et pareil, Ouais, mais après, des business physiques, j'en ferai, mais pas, j'ai pas envie d'être dépendant d'un business physique. oui, oui, tu veux te dire, voilà, c'est un bonus sans la contrainte de putain, il faut qu'à la fin du mois, voilà, ça tourne, on est payé tout le monde, machin. Ouais, Il faut que ça soit un petit plus, on va dire. ouais, clairement. Clairement. Et du coup, ouais, pour répondre à ta question de base, si j'ai quelque chose à dire sur le business, je vais reprendre ta question de tout à l'heure par rapport au crash. Qu'est-ce que je ferais si je devais recommencer? Moi, il y a Ouais. vraiment un truc que je regrette aujourd'hui.
Tu vois, quand j'ai fait mon premier tweet et que j'ai trouvé un taf en 2 secondes, je regrette de ne pas avoir eu le déclic. Ah, peut-être que je vais passer plus de temps sur Twitter. Parce que si j'avais commencé à cette époque-là, je pense que ma vie aurait été beaucoup plus facile. Et c'est ce que j'ai découvert aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai sorti Audience Mastery pour aider les gens à le faire aussi. C'est que tu peux sortir des business à droite à gauche. Business, tu vois, par exemple, un business de paintball comme tu avais, des éditions de sites, tu as des trucs en ligne, physiques. Le truc de paintball, il s'écroule, tu n'as pas vraiment construit quelque chose parce que tu dois Mhm. recommencer. Ton business en ligne, tu as une update où tu as Google Bard qui arrive et qui dégomme tout. Et bah, tu dois recommencer de zéro. Et pour moi, j'ai découvert qu'il n'y a qu'un truc qui reste tout du long, si tu te débrouilles bien, c'est le personal branding. C'est-à-dire ton image, toi, de qui tu es. Mhm. Personal branding, ça peut être résumé à Julien Jiménez. Tout le monde sait Mhm. qui c'est dans le SEO. Yann de Koopman, même s'il fait beaucoup moins d'interviews, tout le monde sait qui c'est. Et en fait, ces gars-là, tu sais que n'importe quel business qu'ils vont lancer, même si Yann, il l'utilise pas trop, tu vois, son personal branding, n'importe quel business qu'ils vont lancer, ils vont toujours utiliser leur image pour le propulser. Et ça fait que si Mhm. demain, Julien, il ouvre un bouchon lyonnais, je suis persuadé qu'il va avoir énormément de clients dès le début. Parce que il est déjà basé là-bas, tu vois, autour de Lyon. Quand il fait ses events, c'est à Lyon. Il a une communauté qu'il suit sur Twitter. Et ben, je suis persuadé que demain, il peut ouvrir son personal branding pour ouvrir un resto. C'est ce qu'a fait MrBeast aux États-Unis. Il y a un moment, il a ouvert son resto. Lui, il a des millions et des millions d'abonnés. Il a ouvert un resto. Il y avait 15 000 personnes qui sont venues à l'ouverture du resto. Et c'est là où C'est tu dis fou. que tu n'as plus de frontières entre le business en ligne et le business physique. C'est quand tu bosses sur ton personal branding dès le début, ça pourra Mhm. t'aider dès aujourd'hui à dans 15 ans. Et ça, du coup, Ouais, ouais, mais si tu veux, t'as des recommencer, exemples je comme te ça en souhaite. France, hein, tu vois. En France, t'as Lena Situation qui avait lancé tu sais, un genre d'événement sur place, c'était blindé, il y avait des queues de fous, ça faisait chier un peu tout le monde. Ou t'as Mister V qui a lancé une pizza, tu vois, Ouais, typiquement. Le mec, c'est du branding, c'est des blagues, machin, et il a lancé, et apparemment, ça va, ça fait, ça fait un peu de sous. Mais comme tu dis, ouais, un personal branding, ça aide à se structurer, et si demain, t'as un crash, t'as une gamelle, bah, comme tu dis, ça peut t'aider soit à remonter, soit à trouver de nouveau. C'est comme quand tu lances une startup, si la première commence à fonctionner, machin, que même s'il y a ce crash à la fin et que tu as montré suffisamment de métriques, tu pourras facilement relever des fonds ouais, et réaccélérer derrière encore. ouais, exactement. Et du coup, le parallèle, c'est quoi? Alors, beaucoup de personnes pensent à nombre d'abonnés, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qui t'as dans tes DM, qui t'as dans tes messages, Mhm. qui tu as, quel type de relation tu as créé tout du long. Et en gros, c'est ça. Si demain, moi, tous mes sites tombent, eh ben, tu vois, je vais peut-être t'envoyer un message, je vais dire, écoute, là, je suis dans la merde. Est-ce que tu as un taf en tant que chef de projet? Ou alors, écoute, là, moi, je vais lancer une agence. Est-ce que tu connais du monde dans tel et tel domaine? Là, je sors ce SaaS. Est-ce que tu pourrais m'aider à le promouvoir, tu vois? Et ça, c'est les personnes que tu as dans tes messages privés qui peuvent t'aider énormément. Et c'est pas ton nombre d'abonnés forcément, c'est surtout les personnes que tu as rencontrées tout du long. Ouais, non, c'est le réseau, hein. De toute façon, le réseau, c'est la base, hein. Moi, quand j'ai construit ma startup sur l'accompagnement de public fragile, de 2018 à 2020, j'ai fait que du réseautage, à faire des allers-retours à Paris, aller voir les grands comptes, les machins, et rencontrer des gens, discuter avec eux, et de fil en aiguille, tu trouves la bonne personne qui t'oriente vers la bonne personne, et ainsi de suite, et avoir un bon réseau te permet, comme tu dis, de rebondir, ou même de pouvoir trouver des opportunités. Donc oui, des abonnés, c'est bien, mais un bon contact qui fait que derrière on va t'orienter vers la bonne personne ou le bon concept, oui, ça peut largement aider. C'est pour ça que c'est important de mixer les deux. C'est bien d'être anonyme, ça, il y a aucun souci, mais avoir de la visibilité te permet aussi du coup de gagner du réseau et des fois d'accélérer beaucoup plus rapidement. Je peux te poser une question dans ce podcast? Vas-y, vas-y. Pourquoi toi, tu as lancé ce podcast? Alors, il y a deux optiques. Je trouvais ça fun. Ça, c'était le premier truc. Je me suis dit, est-ce que je suis capable de lancer un challenge et de mettre en place ça? Parce que bah, j'ai pas, pour faire simple, j'ai pas de diplôme, j'ai rien, je me démerde. Je suis une quiche en français, euh, mais j'aime bien raconter des conneries. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je suis capable
de mettre ma tronche devant une caméra, tu vois, d'échanger avec des gens que je ne connais pas forcément, tu vois. Florian, on se connaît pas plus que ça, tu vois, on se connaît sur Twitter Mhm. comme ça, mais voilà, échanger avec quelqu'un, est-ce que je suis capable de lancer cette optique-là? Et le deuxième optique, c'est que euh, moi, pour mon activité qui est l'accompagnement de public fragile, on avait l'idée de se dire comment on peut faire aussi pour capter plus de grands groupes et plus de contacts. Et bah, c'est un bon moyen, tu vois. J'aime pas écrire, donc communiquer sur LinkedIn, que je suis censé le faire, c'est mon équipe qui écrit pour moi. Moi, ça me saoule. Je déteste ça. Twitter, je le fais parce que c'est un peu plus, je peux être un peu plus cash parce que j'aime bien être cash. Et du coup, tu vois, l'idée, c'était de se dire, bah voilà, j'ai pas l'optique de me dire, tiens, je vais faire ça, ça va ramener ça. Mais par contre, ça permet d'avoir un branding, d'améliorer comment on peut dire, ouais, comme tu dis, le branding et surtout sa marque employeur. C'est con, mais une marque employeur, ça passe aussi par l'employeur. Et c'est un bon moyen de lancer ça. Ouais, clairement. Bah, de toute façon, enfin, tu vas le voir, ça aide énormément. Et, tu vois, le podcast, je trouve, ça donne accès à des gens qui sont, avec qui tu parlerais jamais d'habitude, ou tu devrais payer un coaching pour pour leur parler aussi, tu vois. Et le Ah podcast, je merde, trouve, j'ai payé avant, je me suis fait avoir. non, mais le podcast, je trouve, c'est sous-coté à fond parce que c'est un truc, au final, c'est un peu personnel et un peu égoïste dans le sens où tu invites les gens que tu as envie de parler aussi, avec qui tu as envie de parler. Et je trouve ça cool, même si tu fais 0 vue, tu gagneras toujours en quelque chose derrière. Ouais, il y a ça. Et aussi, j'avais surtout envie qu'on parle de crash, tu vois. J'adore écouter des podcasts, j'en écoute des tonnes, hein, que ça soit Mathieu Stéphanie, que ça soit d'autres gars. Mais on est tout le temps en permanence sur la réussite. Alors oui, derrière, il y a la réussite, c'est cool. La plupart des gens que j'ai, c'est des gens qui ont réussi, qui ont des bons business, des bons projets. Mais on a tous, à un moment donné, des gamelles. Et je trouve ça intéressant aussi d'échanger un petit peu sur les gamelles et se rendre compte que, bah, ouais, on peut faire des millions, hein. Je suis sûr que t'as des Willy Denzel ou tout ça. C'est Willy, je suis même pas sûr. Yomi. Yomi, pas loin. Mais tu vois, je suis sûr qu'à un moment donné, il y a une gamelle, tu vois. Ça n'existe pas une entreprise qui n'a pas une gamelle ou une erreur ou un truc. Je dis pas qu'il faut couler une boîte pour réussir, mais t'as forcément à un moment donné bah, des Ouais. histoires qui fait que bah, tu fais une erreur, hein, que ça soit RH, business ou autre. Je suis d'accord et c'est une super bonne idée parce que moi, en fait, je suis un peu contre l'idée de partager. Tu vois très bien sur Twitter tous ces nouveaux comptes. Je suis millionnaire, j'ai fait tant de millions, je me suis jamais craché, tout va bien, le business en ligne, c'est facile. Alors que tu as quand même d'autres cultures où ils partagent beaucoup plus le crash. Tu vois, un gars, encore une fois, je parle tout le temps de lui, mais Peter Level, celui, il a une liste où tu peux aller. Et en gros, sa liste, c'est tous les business qu'il a lancés. Aujourd'hui, il a 4 ou 5 business qui fonctionnent, mais il en a sorti des centaines, tu vois, d'idées de SaaS, de startups, etc. Et c'est hyper important de parler de ça. Tu vois, pareil, il y en a plein qui me demandent comment ça s'est passé, le lancement de la formation sur Délocalise. Honnêtement, c'était un flop. On a eu quelques personnes, mais on n'a clairement pas ciblé la bonne cible. Tu vois, on n'était pas prêt, on s'y est pris mal. Et ça, c'est des trucs, ouais, D'accord. clairement que ça fait du bien de parler parce que oui, je sors des trucs, je parle sur Twitter, mais il y a énormément de trucs qui foirent, quoi. Qui foirent Bah, parce tu que vois, délocalise, je savais même pas que tu avais lancé une formation. ouais, c'est Pour pas te moi qui dire. l'ai faite personnellement. La formation, elle est ultra quali en fait. C'est Stéphane, mon partenaire, qui l'a faite de A à Z. On l'a réfléchi ensemble, mais c'est lui qui l'a faite. C'est lui qui avait l'idée de faire la formation. Mais en fait, c'est vraiment différent. C'est pas un achat impulsif. Si tu t'expatries, tu vas faire des recherches sur Google, tu vas rechercher et du coup, tu vends pas vraiment sur Twitter. Parce que Twitter, c'est de l'achat impulsif. Ils voient un thread, ah ouais, trop bien, je vais acheter, tu vois. Tu peux pas dire, oh, trop bien, je m'expatrie demain. Non, Non, tu réfléchis avant. c'est plus difficile, ouais. Et Ouais, du j'ai un coup, pote voilà. qui réfléchit à ça, et oui, c'est pas, tu te dis pas, tiens, demain, claquement de doigts. En tout cas, en Non. fonction des personnes. Enfin, si t'es tout seul, tu peux le faire plus facilement. Si t'es en Ouais. couple, déjà, ça devient un peu plus compliqué. Alors, si t'es en couple avec des gamins, alors là, c'est encore autre chose. Ouais, tu vois, pour revenir au crash, c'est ça qui est bien. C'est plus tu parles de tes crashs, plus tu es ouvert par rapport à ça, plus les gens vont se rendre compte que c'est déjà normal de fail de temps Mhm. en temps, mais c'est surtout les meilleurs moyens d'apprendre. C'est Tu vois, ça. d'apprendre, ça se crache, ok, ça fonctionne pas, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Il faut qu'on trouve des solutions et le prochain produit va être mieux, quoi.
Bah, c'est ça, l'erreur est normale, tu vois? Nous, on fait de l'accompagnement sur, la partie déménagement des baraques. Le risque zéro, il n'existe pas, tu vois? Mais à un moment donné, c'est de se poser la question: «Comment je peux faire pour qu'il y ait plus cette erreur-là?» Et dans le business, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu peux te gameler, mais il faut essayer de comprendre pourquoi tu t'es gamellé. Parce que si tu prends juste la gamelle et tu dis: «Bon, bah, j'arrête, je reviens, salarié et basta», bah, c'est un peu dommage parce que du coup, tu apprends pas de tes erreurs et ça, c'est un peu l'erreur, je trouve. C'est Alex Hormozy qui dit t'as pas, en français, ça donne t'as pas échoué tant que t'as pas abandonné. Et c'est vrai. La plupart des gens qui échouent en business en ligne, c'est ceux qui abandonnent en fait. Et ceux qui n'abandonnent pas, il y a très peu d'échecs parce qu'ils sont là à tout le temps se retourner le cerveau pour trouver des nouvelles idées. Oui, au pire, tu la mets sous le tapis et tu dis: «Hop, je l'ai pas vu, on y va!» Ouais, clairement, clairement. Bon, bah, c'est cool, je crois qu'on a fait le tour. Et je vais te laisser dire un petit mot de la fin, un petit mot. J'aime bien quand les invités donnent un petit mot à la con pour voir si les gens vont jusqu'au bout. Euh, Sont-ils capables de nous avoir écouté 45 minutes et je te remercie énormément. Si tu as un petit mot de la fin, n'hésite pas. Où est-ce Ouais, qu'on peut petit te mot de la retrouver, tout fin. ça? Petit mot de la fin. Alors déjà, on va commencer par ça, comme ça me laisse réfléchir. Bah, vous pouvez me retrouver sur Twitter, asynchrone, avec un zéro et pas de H. Un jour, je changerai ça, mais c'est vrai que c'est compliqué. Sinon, sur LinkedIn, Florent Darroman, j'essaie de me lancer un peu dessus. Euh, Sinon, les makers et délocalise. Donc voilà, vous pouvez me trouver. Et qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Je le donne souvent, mais pour moi, c'est bête. Il y a tellement de personnes qui écoutent des podcasts comme le tien, qui passent du temps sur YouTube, qui téléchargent des PDF gratuits, qui prennent des livres sur comment quitter ton 9 to 5, comment quitter la rat race, ou je sais pas quoi, qui mettent des post-it dans le livre, qui prennent toutes les informations et qui font rien. Donc, si tu es resté jusqu'au bout et que, allez, on va dire, ça t'intéresse peut-être de te lancer dans le personal branding, où tu te dis, je vais commencer, je vais me lancer, eh ben, fais un tweet et tu dis, voilà, à partir d'aujourd'hui, je me lance sur Twitter, ou à partir d'aujourd'hui, je vais enfin me lancer dans mon projet et tag-moi sur Twitter. Voilà, si tu es resté jusqu'à la fin de la journée. Mais lance-toi. Voilà. Bon, et ben ce sera le mot de la fin. Asynchrone, je te remercie énormément. Du coup, nous on se croise sur Audience Mastery et ailleurs. Ouais. Et je te remercie. Et, bah, merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur ce podcast. Et je vous dis à bientôt. Et ciao. Ciao. Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un petit like, ça nous donne de la force. Et je vous dis à la semaine prochaine.